Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour la suite et la fin d'Alerte aux chiens. Rappelez-vous déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc rappelez-vous où on en était resté avec Larry, qui est toujours persuadé que c'est le Bronze Plus qui agit sur lui et qui lui fait pousser des poils partout. Je pense que j'ai eu une illumination comme quoi quand il l'a dit enfin à son père et son père avait l'air vraiment de le croire. Ils ont été chez le docteur Murkin, mais direct, il a refait sa piqûre. Et il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est que le docteur a dit, je sais que ça fait pas 2 semaines, mais je vais quand même te faire ta piqûre. Donc, je pense peut-être, je dis peut-être une bêtise, que la lotion n'a rien à voir dans l'histoire et que c'est, je vais pas dire héréditaire, mais que les parents de Larry sont au courant de quelque chose au niveau du gosse. Mais après coup, on s'était laissé sur le fait que sa copine Lily avait aussi des poils qui lui poussaient parce que au cours d'une blague après une répétition, les deux autres gamins la rigolaient, se moquaient de Larry, sauf Lily. Et elle a dit qu'elle voulait pas en parler, elle lui a claqué la porte au nez et après il a voulu remettre son bonnet ou sa casquette, je ne sais plus, je crois son bonnet, ouais, peu importe ce qu'il avait sur la tête, et ça ne passait plus très bien parce que tout son front était recouvert de poils. On avait arrêté la lecture ici. Donc j'ai hâte de voir la fin pour savoir si c'est un truc avec les gosses ou si c'est vraiment le Bronze Plus, je sais pas. Donc on va commencer cette lecture. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. J'entrai en coup de vent dans la cuisine par la porte de derrière. « Maman, au secours !» Malheureusement, ma mère n'était pas là. Personne. Il n'y avait personne. J'inspectais la maison à toute vitesse. Il fallait pourtant que mes parents me voient comme ça. Ils seraient bien obligés de me croire. La fourrure épaisse qui me barrait le front était bien la preuve que j'avais dit la vérité. « Papa, maman ?» Non, ils étaient sortis. Ils avaient juste laissé un mot sur la table du salon. Nous sommes partis faire des courses, nous revenons dans 1 heure. Je balançai ma casquette avec un cri de fureur. Je défis ma parka et la laissai tomber sur le plancher. Les battements de mon cœur s'accélérèrent quand je me vis dans la grande glace de l'entrée. Je ressemblais à un mutant de bande dessinée. Mon front était traversé d'un large ruban de fourrure. On aurait dit un bandeau de skieur. Seulement, il était accroché à ma peau. Je le touchais d'une main tremblante. J'avais envie de pleurer et de hurler à la fois. Ma poitrine se soulevait comme un soufflet de forge. J'aurais voulu empoigner ces ignobles poils et les arracher. Ce spectacle dégoûtant était trop insupportable. Finalement, il valait mieux que mes parents ne me découvrent pas dans cet état. Je fonçais au premier étage pour me raser une fois de plus. Je coupais et coupais encore. J'avais mal, mais cela m'était égal. L'essentiel était de me débarrasser de cette horreur, qu'elle disparaisse dans le siphon du lavabo. Tout en pestant, j'eus une idée. Retrouver le Bronze Plus et le montrer au docteur. Si je lui apporte le flacon, il me croira peut-être, pensai-je. Il pourra le faire analyser et on trouvera bien pourquoi ça fait cet effet. Ensuite, il me donnera un traitement pour me guérir. Allons-y. Mais où avais-je jeté ce produit diabolique? Je fermai les yeux et fis un effort pour m'en souvenir. Après l'avoir trouvé, nous avions tous couru chez Lily pour nous en mettre. Puis nous avions fait les fous dans la neige. Avais-je remis la fiole dans la benne à ordures? La seule chose qui comptait était de la récupérer. Je griffonnais en vitesse un mot pour mes parents. J'ai oublié quelque chose chez Lily, je reviens tout de suite. J'attrapai ma parka et filai dehors. Les nuages cachaient maintenant le soleil et le ciel était tout gris. Je mis ma capuche sur mon front encore brûlant à cause du rasage. J'étais nerveux et les 300 mètres entre chez moi et la maison de Lily me parurent des kilomètres. Il ne fallait pas qu'elle me prenne en train de fouiller dans la benne, sinon elle ne manquerait pas de me poser des questions. Je n'avais aucune intention de la renseigner. Au lieu de me dire la vérité, elle m'avait fermé la porte au nez. En m'approchant, je vis de la lumière dans sa salle à manger. Ils étaient sûrement à table. Parfait. J'avais le temps d'inspecter les détritus, de trouver la bouteille et de m'en aller avant d'être surpris. Mais en arrivant sur les lieux, je m'arrêtai net. La benne à ordures n'était plus là. Les éboueurs l'avaient emmenée. Découragé, je soupirais, prêt à tomber à genoux. Comment vais-je prouver au docteur Murkin que ce produit est bien le coupable? Me lamentai-je. Je scrutais les alentours. Le vent froid me fouettait le visage. Il souleva des feuilles mortes et humides. Cette ambiance lugubre me fit frissonner. Alors que j'allais repartir chez moi, je me souvins que je n'avais pas remis le Bronze Plus à sa place. Je l'avais jeté au loin, de l'autre côté de la rue.
dans les buissons. Youpi, triomphai-je. Oui, il était forcément là. Je passais comme une flèche devant chez Lily, regardant les fenêtres pour être sûr que personne ne puisse m'apercevoir. Je m'avançais dans le petit bois, glissant sur la mousse détrempée. Les branches dénudées s'entrechoquaient sous l'effet des rafales. Où avait atterri ce flacon? Il ne pouvait pas être très loin. Peut-être derrière les premiers arbres, c'est-à-dire à l'endroit où je me trouvais. Oui, mais où précisément? Il faisait sombre. Je cognais dans un objet gisant sous un tas de feuilles. Un objet dur? Je m'accroupis et fouillai. Ce n'était qu'un morceau de bois mort. Après avoir franchi un rideau d'herbes folles, je marquai un temps d'arrêt. Le flacon était forcément tombé par ici. Je scrutais désespérément l'obscurité. Je me baissai de nouveau, tâtonnai et ne ramassai qu'une pierre. Je l'envoyai promener d'un coup de pied. Je fis un tour complet sur moi-même, balayant le sol du regard. Mais enfin, où se cache cette fichue bouteille? Soudain j'entendis le craquement d'une brindille. J'ouvris toutes grandes mes oreilles et perçus le frottement d'un corps sur un buisson. Puis une autre brindille brisée. J'eus du mal à avaler ma salive. Je n'étais pas seul. « Qui est là » appelai-je d'une voix angoissée. « Mais qui est là » répétai-je. Pas de réponse. Transi de froid, je restais sans bouger, comme une statue, attentif au moindre son. J'entendis alors des pas rapides et une respiration lourde. « Qui êtes-vous » demandai-je. Baissant les yeux, je repérai le Bronze Plus. Il était juste devant moi, reposant sur un tas de fougères. Je me penchai rapidement et m'en emparai. Mais il m'échappa. Je me redressai d'un bond, affolé. Une forme noire s'avançait pesamment entre les arbres. Haletant, la langue pendante, un grand chien brun apparut. Malgré l'obscurité, je distinguai sa fourrure crépue et pelée pendant sur ses flancs. Je fis un pas en arrière. « Tu es perdu, gros toutou » lui dis-je, plutôt effrayé. L'animal inclina la tête en geignant tristement. J'inspectai les alentours pour m'assurer qu'il ne faisait pas partie de la meute qui adorait me pourchasser. Non, il était seul. « Brave toutou » lui dis-je, méfiant. « Brave petit ». Il me dévisagea, haletant toujours. Sa queue remua, puis retomba tristement. Je me baissai lentement en continuant à le surveiller. J'attrapai la bouteille glacée. Je la soulevai devant moi, essayant de voir si elle contenait encore du liquide. Il faisait trop noir. Je me souvins alors que nous n'avions pas utilisé toute la lotion. Il devait en rester suffisamment pour que le docteur Murkin puisse faire des analyses. Les arbres frissonnaient sous les bourrasques. Les branches s'entrechoquaient dans un grincement inquiétant. Le chien poussa un autre cri plaintif et malheureux. « Au revoir » lui dis-je en reculant. Il s'ébroua et continua à me fixer. « Allez, rentre chez toi, vite !» Il ne bougea pas, émit un nouveau gémissement, puis agita sa queue. Je reculai encore, tenant fermement la fiole. Seulement, en me retournant, j'aperçus la meute. Silencieux, les monstres sortaient de dessous les arbres. Il y en eut d'abord 5 ou 6, leurs pupilles étincelant de colère, et derrière eux, il en arrivait encore autant. Ils s'approchaient, lentement, montrant leurs crocs, grognant. Je restai un moment paralysé de terreur. Un cri m'échappa. Je fis volte-face et me mis à courir. Je trébuchai sur une branche morte et m'affalai de tout mon long. Le Bronze Plus me glissa des mains. Il alla s'écraser sur une pierre. Horreur! Le flacon éclata en 1000 morceaux. Le peu de liquide marron restant se répandit sur le sol. J'étais tombé lourdement. Une douleur sourde irradia mon corps. Tâchant de la surmonter, je me remis sur pied pour faire face à mes agresseurs. Au lieu de me sauter dessus, ils m'évitèrent et filèrent dans une autre direction, aboyant après un pauvre lapin mort de peur. Je l'avais échappé belle. Le cœur battant, les membres encore douloureux, je fixais les éclats de verre éparpillés. J'en ramassai un et l'examinai soigneusement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les chiens continuaient à hurler au loin. Ma seule pièce à conviction avait disparu. Je n'avais plus rien à montrer au docteur Murkin. Plus rien. Je jetai les débris au loin. Il ne me restait plus qu'à rentrer à la maison. Après le dîner, mon père et ma mère partirent à une réunion de parents d'élèves. Je montai directement dans ma chambre pour faire mes devoirs.
Comme je n'avais pas envie d'être seul, je pris Javotte sur mes genoux et la caressai. Mais elle n'était pas d'humeur à se faire dorloter. Elle me fusilla de ses étranges yeux jaunes, me griffa la main, puis sauta par terre et s'enfuit. J'essayai ensuite de joindre Lily. J'attendis un long moment, mais personne ne répondit. Dehors, le vent hurlait, faisant trembler les vitres. J'avais peur. Un frisson me parcourut le dos. Je décidai de lire un peu. Penché sur mon livre, je ne parvins pas à me concentrer. Les mots et les pages devenaient flous. Je pris ma guitare et la branchai sur l'ampli. M'exercer allait me calmer et m'aider à chasser ces pensées qui me torturaient. Après avoir réglé le son au maximum, j'entamai un blues. Comme j'étais seul à la maison, je ne risquais pas de déranger quelqu'un. Au bout de 2 minutes, je me rendis compte que quelque chose n'allait pas. Je me trompais de notes, et même de cordes. Que se passe-t-il? J'ai joué cet air des milliers de fois. Je pourrais même l'interpréter en dormant. Je jetai un coup d'œil sur mes mains et compris tout de suite. Les horribles poils étaient revenus. Je poussai un cri. Mes doigts, mes paumes étaient entièrement recouverts d'une fourrure noire et épaisse. Je laissai tomber l'instrument sur le sol et me levai. Les épaules me démangeaient aussi. En tremblant, je défis mes boutons de chemise et remontai mes manches. Non! Mes bras étaient atteints. Je restais là, immobile, les jambes flageolantes. Je faillis m'évanouir. J'avais la gorge serrée et sèche. J'en eus la nausée. Je me précipitai dans la salle de bain pour vérifier. Me penchant au-dessus du lavabo, je contemplais le désastre, les yeux rivés sur la glace. Mon visage, mes joues, mon menton, tout était envahi. Les poils poussaient avec la rapidité de l'éclair. Ils se répandaient maintenant sur mon corps à une vitesse incroyable. Que pouvais-je faire pour empêcher ce phénomène? Y avait-il seulement quelque chose à faire? Le lundi matin, je partis au collège bien avant les cours pour attendre Lily. Après des heures d'efforts, j'étais parvenu à raser cette fourrure. Je m'étais habillé avec un sweat à manches très longue et j'avais enfoncé ma casquette jusqu'aux sourcils, au cas où des poils hirsutes auraient surgi sur mon front pendant la journée. « Lily, où es-tu passée ?» m'impatientai-je, tout en marchant le long de la rangée de casiers. « Il faut absolument que nous arrivions au bout de ce problème ensemble. » Je me souvenais très bien de son expression effrayée quand j'avais évoqué ma mésaventure. J'étais certain qu'elle était victime de la même malédiction. Je savais qu'elle était aussi embarrassée que moi, et qu'elle n'osait pas l'avouer. Mais ensemble, nous pouvions trouver une solution. Si par exemple on va voir le docteur Murkin, pensais-je, si on lui donne la même version au sujet de ce bronze plus, il faudra bien qu'il nous croie. Mais où était passée Lily? Les élèves commencèrent à arriver, claquant les portes, bavardant et riant. Je consultai ma montre. Il restait 3 minutes avant que la cloche retentisse. « Salut Larry, comment vont les affaires ?» Je me retournai. Hervé Harper me souriait en biais, comme d'habitude. Sa sœur Marissa était évidemment à côté de lui. Elle essayait de se défaire de son sac à dos dont les sangles s'étaient emmêlées dans les manches de son blouson. « Salut Hervé, répondis-je en soupirant. Il était bien la dernière personne que je souhaitais croiser ce jour-là. « Tu es prêt pour demain, j'espère, me dit-il. Pourquoi fallait-il qu'il ait toujours ce sourire agaçant, ce sourire qui donnait envie de lui frotter les oreilles? Demain, répondis-je distraitement en continuant à guetter Lily. Il se mit à rire. Tu as oublié le concours d'orchestre? Vous allez vraiment pouvoir jouer demain? Demanda sa sœur. Il paraît que Martin vous a quitté. Ne t'en fais pas, on sera là. On joue de mieux en mieux. Ça tombe bien, nous aussi, répliqua Hervé, radieux. On va peut-être passer à la télé. Mon oncle connaît quelqu'un qui travaille dans l'émission, à la recherche des futures idoles. Super, m'exclamai-je, hypocrite. Mais où était Lily? Si on se présente à cette émission, on deviendra célèbre, crâna Marissa, qui s'était enfin débarrassée de son sac. Ils ne doutaient vraiment de rien, ces deux-là. On nous a aussi proposé de participer à la prochaine fête du collège, affirma Hervé. Pas vous? Eh bien non, répondis-je sèchement. Pas de chance, ironisa Hervé. La cloche sonna à cet instant. Il faut que j'y aille, dis-je. À demain alors, on se verra au concours. On passe en premier, ajouta Hervé. Ils veulent sans doute que les meilleurs commencent. Ils rigolèrent tandis que je filais au cours de Madame Schilling. Je m'assis à ma place, cherchant des yeux Lily. Elle s'était peut-être faufilée derrière moi pendant que je parlais avec Hervé et Marissa. Non, elle n'était pas là. J'étais inquiet et déçu. Et si elle était malade? Non,
Elle ne pouvait pas être malade la veille du concours. Ça, c'était impossible. Larry, distribue les copies, s'il te plaît, m'ordonna Madame Schilling. Elle me tendit un gros paquet de feuilles. La composition, je l'avais complètement oubliée. Lily ne se montra pas au collège ce matin-là. À l'heure du déjeuner, je lui téléphonai plusieurs fois, mais sans résultat. Personne ne décrocha. Dès la fin des cours, je voulus me précipiter chez elle, mais je me souvins que ma mère m'avait demandé de rentrer directement pour l'aider à ranger la maison. Il faisait beau et frais. De gros nuages blancs flottaient dans le ciel bleu. La neige avait fini par fondre, laissant le sol très humide. Au bout de 100 mètres, je sentis que j'étais suivi. Une petite chienne arriva à ma hauteur. Elle frôla gentiment ma jambe. Je m'arrêtai, étonné. Je la regardai avec attention. Elle était blond-roux, de taille moyenne avec une tache blanche sur le cou. Elle ressemblait à un cocker. Elle avait de longues oreilles pendantes et une queue fournie qui remuait tandis qu'elle me fixait. « D'où sors-tu, mon toutou? Je ne t'ai jamais vu par ici. » Je jetai un coup d'œil autour de moi. Je voulais être certain que la chienne n'était pas avec la meute, tapie dans les bois, prête à se jeter sur moi. Non, il n'y avait pas de molosse en vue. Je repris tranquillement mon chemin. L'animal se frotta de nouveau contre mon pantalon. Nous continuâmes notre route ensemble. Elle trottinait à quelques mètres devant, se retournant de temps à autre pour vérifier si j'étais derrière. « C'est toi qui me suis, ou c'est moi ?» plaisantai-je. Elle me répondit par un battement de sa queue touffue, et nous marchâmes ainsi tout le long du trajet. Maman m'attendait sur le pas de la porte. Elle portait un long sweat vert qui tombait sur son jean. « Il fait beau, » dit-elle en désignant le ciel bleu et le beau soleil. « Bonjour, maman. Tu as vu, cette petite chienne m'a accompagnée. » Cette dernière renifla les buissons qui bordaient le jardin. « Comme elle est mignonne !» s'extasia maman. « À qui appartient-elle » Je haussai les épaules. « Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vue. » La bête revint vers nous. Toute heureuse, elle regardait maman. « En tout cas, elle est vraiment sympa, » dis-je en déposant mon sac sur le bord du chemin. « Et si on l'adoptait ?»« Tu sais bien que c'est impossible avec Javotte à la maison. » Je me penchai et caressai la tête de la chienne. Elle se mit à battre l'air à grands coups de queue. « Tu es gentil, tu sais, » lui murmurai-je. « Tiens, elle a une médaille accrochée à son collier, » remarqua ma mère. « On va peut-être trouver son propriétaire. » Je me penchai et saisis l'objet. Je m'agenouillai pour lire clairement ce qui était écrit dessus et le reconnus du premier coup d'œil. Ce n'était pas une médaille de chien. C'était la monnaie en or que portait toujours Lily. Je tombais presque à la renverse, comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. « Maman !» bégayai-je. Je fus incapable d'articuler un mot de plus. « Alors, Larry, qui est son propriétaire ?» insista ma mère qui n'avait pas remarqué ma réaction. Elle avait traversé le chemin pour arracher les mauvaises herbes. « Maman, ce n'est pas une médaille de chien, finis-je par articuler. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Non, affirmai-je en la tenant entre mes doigts, c'est celle que Lily porte à son cou. » Ma mère se mit à rire. « Mais pourquoi Lily aurait donné ce pendentif à une chienne? C'est un cadeau de son grand-père, non ?»« Je ne sais pas, moi, je n'y comprends rien. » Je sentais sur ma main l'haleine chaude du petit animal. Il s'assit à côté de moi et gratta une de ses longues oreilles avec sa patte arrière. Maman vint vers moi. « Tu es bien sûr que c'est une monnaie en or, Larry ?»« Oui, acquiesçai-je, c'est bien celle de Lily. »« Enfin, ce n'est pas possible, ce doit être une pièce qui lui ressemble. » Elle avait peut-être raison. Je laissai tomber la monnaie pour caresser la tête de l'animal. Mais quand je vis ses yeux, j'eus un mouvement de stupeur. Elle avait un œil bleu et l'autre vert, comme Lily. « Mais c'est Lily, bien sûr !» m'écriai-je en sautant sur mes pieds. Mes cris effrayèrent la chienne. Elle aboya et s'enfuit. « Reviens, Lily, reviens !»« Larry, reste ici, » ordonna maman. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'écoutais pas. Je filais comme une flèche vers la route. Je courus vers la maison de Lily. Trop d'indices concordaient. Un œil vert, l'autre bleu, et la médaille. C'était Lily. J'en étais certain. Ma mère continua à m'appeler, mais je fis comme si je n'entendais pas. Arrivé près de chez Lily, je m'arrêtai, cherchant ma respiration. J'avais un sérieux point de côté, mais ça m'était égal. Il fallait que je voie mon amie, pour être sûr qu'elle ne s'était pas changée en chien. Tandis que je marchais, je réfléchissais. Que Lily soit devenue un chien me parut impossible. J'étais devenu fou. Comment un être humain pouvait-il se transformer en animal?
Les parents de Lily étaient en train de remplir leur voiture. Madame Von soulevait une valise très lourde. « Bonjour, leur criai-je. « Bonjour, Larry, me répondit Madame Von. De nombreux bagages attendaient d'être chargés. « Vous partez en voyage » dis-je en reprenant ma respiration. Ils ne répondirent pas. Monsieur Von souffla en mettant la valise dans le coffre. « Où est Lily » demandai-je en lui passant un sac. « Elle n'était pas en classe aujourd'hui. »« Nous quittons la ville » déclara calmement Madame Von. « Ah, mais où est-elle ? Elle est à la maison ?» Monsieur Von fit une grimace. Il ne dit rien. Je me retournai vers sa femme. « Est-ce que je peux la voir ?» Je commençai à m'énerver. « Tu as dû te tromper de maison » ajouta-t-elle doucement. « J'ai dû me tromper de maison ? Mais, qu'est-ce que... » Je restais là, bouche bée. Chez nous, personne ne s'appelle Lily. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire, du rire de celui qui ne comprend rien. Les yeux de Madame Von exprimaient une telle tristesse que ce rire mourut dans ma gorge. « Mais Lily, commençai-je. Me prenant l'épaule, Madame Von pencha son visage à la hauteur du mien. « Écoute bien ce que je vais te dire, Larry, dit-elle avec une grimace de douleur. « Mais, il n'y a pas de Lily, répéta-t-elle en me serrant très fort. « Oublie-la, c'est préférable. » Elle avait les larmes aux yeux. Monsieur Von claqua le coffre de la voiture. Je me libérai de l'étreinte de sa femme, le cœur battant. « Tu ferais mieux de t'en aller, me lança-t-il d'un ton sans réplique en s'installant au volant. Je fis un pas en arrière, les jambes flageolantes. « Mais Lily, bredouillai-je. » L'auto démarra en trombe, me laissant désemparé. La petite chienne rose se trouvait sur le côté du garage. Elle geignait tristement, la tête penchée vers le sol. Je m'enfuis aussi vite que possible jusqu'à chez moi. Mes parents se comportèrent d'une façon bizarre pendant le dîner. Ils refusèrent de parler de Lily, de l'attitude étrange des Von et de la petite chienne. Ils se regardaient furtivement en s'adressant des mimiques complices. Que signifiait ce manège ? Ils doivent croire que j'ai perdu la raison, pensai-je. C'est pour ça qu'ils ne veulent rien me dire avant d'avoir décidé de la conduite à tenir. Non, je ne suis pas fou, m'indignai-je soudain en reposant mes couverts sur la table. J'avais à peine touché à mon assiette de spaghettis. Je ne suis pas fou, je dis la vérité. On ne pourrait pas parler de ça une autre fois ? Implora maman en jetant un regard désespéré à papa. Finissons tranquillement de dîner, murmura-t-il, les yeux plongés dans son verre. Après le repas, je passai un coup de fil à Christine et à John pour les informer des mauvaises nouvelles concernant Lily. Comme je ne voulais pas les inquiéter, je leur annonçai simplement que notre chanteuse était partie. 10 minutes plus tard, ils vinrent à la maison. Nous nous installâmes dans le salon. Christine et moi étions chacun à un bout du canapé. John était assis sous la chaise qui nous faisait face. « Comment va-t-on faire demain » s'écria-t-il. « Et le concours ? Comment Lily a-t-elle pu s'en aller à la veille du concert sans nous prévenir ? Comment a-t-elle pu nous faire ça ?» Incapable de répondre à ces questions, je préférais hausser les épaules. Javotte se frotta contre ma jambe. Je m'abaissai et la pris sur mes genoux. Elle me scruta de ses pupilles jaunes avant de baisser ses paupières. Soudain, tout contre moi, elle se mit à ronronner doucement. « Mais enfin, où est-elle allée » rugit Christine en battant la mesure sur le bras du divan. « Quand même, elle aurait pu nous dire qu'elle raterait le concours. » John secoua la tête. « Harper va bondir de joie en apprenant cette nouvelle, » ajouta-t-il en soupirant. Je leur racontai que j'avais vu les Von mettre leurs bagages dans le coffre de leur voiture. Ils n'ont pas dit où ils allaient, conclus-je. À mon avis, Lily est très malheureuse. En effet, j'étais sûr qu'elle aurait préféré être avec nous, mais qu'elle n'avait pas eu le choix. Je ressentais le besoin de tout leur avouer, mais je n'osais pas. J'avais peur qu'ils se moquent de moi, ou bien qu'ils se fassent du souci à mon sujet. J'étais tellement désorienté que je ne savais plus quoi faire. Tout ce que je désirais, c'était que Lily et Martin reviennent, que tout soit comme avant, et surtout, que ces horribles poils arrêtent définitivement de me gâcher la vie. Si seulement je n'avais jamais trouvé cette maudite bouteille, tout ça, c'était de ma faute. Si je comprends bien, nous n'avons plus qu'à nous retirer de la compétition, dis-je, l'air sinistre. Peut-être que oui, répondit John sur le même ton. Il n'en est pas question, s'indigna Christine qui nous fit sursauter. Elle se releva brusquement. Debout, entre John et moi, elle resta plantée là, les poings serrés. Pas question une seule seconde, affirma-t-elle. Enfin, on n'a plus de chanteuse, fis-je remarquer. Moi, je sais chanter, je chante même pas mal du tout. Mais tu n'as répété aucun des morceaux ?
Est-ce que tu sais les paroles au moins? Oui, je les connais. Écoute. Bon, m'interrompit-elle d'une voix ferme. C'est facile. On montera sur scène demain, même à 3. On ne peut pas laisser Hervé gagner, non? Je n'ai qu'une envie, c'est de lui effacer son sourire perfide de la figure, lançai-je. Ça, je suis d'accord, ajouta John. Mais comment faire? Nous n'avons que 2 guitares, un ampli et un synthétiseur. Hervé, lui, a tout son orchestre au grand complet. Il va nous éliminer en un tournement. Pas si on donne le meilleur de nous-mêmes, s'exclama Christine, émue. Oui, faisons-le pour Lily, repris-je. En disant ça, je me sentis brusquement mal à l'aise. On doit gagner pour Lily, s'exclama John. Ainsi, c'était décidé. Nous allions participer au concours. Pouvait-on vraiment battre Hervé et ses hurleurs? Ça, c'était une autre histoire. Allons dans ma chambre pour mettre au point une stratégie, proposai-je. John commença à monter l'escalier, mais Christine s'immobilisa. En me retournant, je vis qu'elle me fixait, stupéfaite. « Larry, dit-elle en me montrant du doigt, qu'est-ce que tu as sur le front ?» Je poussai un cri d'horreur. C'était évident. Ces maudits poils noirs étaient revenus. Christine avait vu que je devenais un monstre hirsute. Je me frottais le front d'une main fébrile. Il était lisse. Quel soulagement. C'est juste là, dit Christine en me montrant l'endroit du doigt. Je fonçai dans l'entrée pour me regarder dans le miroir. J'avais une trace orange près de la tempe droite. Ce n'est rien, c'est de la sauce de spaghetti. J'ai dû m'éclabousser pendant le dîner. Je frottais la tache avec mon mouchoir, mais Christine avait réussi à m'effrayer. Elle se tenait derrière moi et pouvait voir mon expression horrifiée dans le miroir. « Ça va, Larry? Tu te sens bien ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air bizarre. »« Ça va, la rassurai-je. Je fis de mon mieux pour arrêter de trembler. « Ce n'est vraiment pas le moment de tomber malade, lança John. Ça m'étonnerait que Christine et moi en fassent un orchestre à 2. Je serai là, ne vous en faites pas, promis-je. Le lendemain, mardi après-midi, tout le collège était rassemblé dans l'auditorium pour assister à la finale du concours entre les géants et les hurleurs. J'étais nerveux. Je montais sur la scène pour jeter un coup d'œil par le rideau. Les lustres étaient allumés. Le proviseur, M. Fosberg, était debout, les bras levés, essayant de ramener le calme. Derrière moi, Hervé et son groupe s'accordaient, réglant les amplis, appréciant la qualité du son. Marissa était vêtue d'une robe courte rouge vif et de bas noirs. Elle s'aperçut que je les regardais et me fit une moue condescendante. Nous aussi nous aurions dû nous habiller, pensai-je en la voyant si élégante. Nous portions nos vêtements habituels, t-shirt et jeans. En me retournant, j'aperçus le nouveau synthétiseur d'Hervé. Il avait un bon mètre de long, des dizaines de boutons et de clés. À côté, celui de John avait l'air d'un jouet. Hervé me surprit en train de l'admirer. « Chouette, non ?» dit-il, arborant son infernal sourire hypocrite. « Quand nous aurons gagné, je te donnerai un autographe si tu veux. » Il éclata de rire, suivi par Marissa et toute sa bande. Vexé, j'allais rejoindre John et Christine. « On est fichu, me lamentai-je. »« Tu parles comme un perdant, me reprocha John. »« Tu sais, ajoutai-je, on n'a plus qu'à espérer que l'ampli d'Hervé explose. » Christine fit les gros yeux. « Écoute, ils ne sont pas aussi bons que ça, quand même. » Si, il l'était. Les lumières de la salle diminuèrent d'intensité. Le rideau s'ouvrit. Hervé et ses hurleurs s'avancèrent dans les jeux d'éclairage rouge et bleu. Ils commencèrent par Johnny B. Good, un vieux rock'n'roll de Chuck Berry. Ça sonnait juste. Ils étaient grandioses. La robe de Marissa brillait de mille feux. Ils dansaient tout en jouant et leurs mouvements étaient synchronisés. J'en fus dégoûté. Nous aussi nous aurions dû penser à ça, regrettai-je. Quand ça sera notre tour, on aura l'air d'amateurs. Dans la salle, les élèves se déchaînaient. Ils s'étaient levés, battaient la mesure avec les mains en gesticulant. Ils restèrent debout pendant la durée de la prestation des hurleurs. Chacun des morceaux était meilleur que le précédent, plus rythmé et plus fort. Le vieil auditorium semblait secoué par un ouragan. Je crus que le plancher allait s'écrouler. Quand les hurleurs eurent fini, la salle entière poussa des hurrahs, siffla, criant encore, encore. Les hurleurs s'inclinèrent plusieurs fois et rejouèrent 2 chansons. John, Christine et moi, nous jetions des regards effarés. Ce succès n'était pas fait pour nous donner confiance. Après plusieurs saluts, ils quittèrent la scène en courant, brandissant les poings en signe de triomphe. « À vous, dit Hervé en passant près de moi. Au fait, Larry, où est le reste de ton orchestre ?» J'allais lui sauter dessus.
Mais John me poussa en avant. Nous fîmes notre entrée d'un pas incertain. Je me penchai pour brancher le fil de ma guitare pendant que John réglait sa sono. L'appareil gigantesque d'Hervé avait été poussé sur le côté. Il restait là comme pour nous rappeler à quel point les hurleurs avaient été efficaces, précis, excellents. Christine, tendue, se tenait près du micro, les bras croisés sur son t-shirt. Je grattais les cordes pour tester le niveau sonore. Mes doigts glacés et moites glissaient. « On y va !» leur murmurai-je. « On commence par les Beatles, d'accord ?» Ils acquiescèrent d'un signe de tête. J'inspirai profondément. Je pris le manche de ma guitare. John se pencha sur son instrument et se plaça tout près du micro. Et nous commençâmes « I want to hold you hands ». Au début, tremblant un peu, nous le chantâmes ensemble, mais un peu faux, il faut le reconnaître. De plus, je jouais trop fort, ce qui couvrait nos voix. En fait, je n'étais pas concentré. Je n'avais qu'une idée en tête, tout plaquer et m'enfuir. Malheureusement, ce n'était pas possible. Le public était calme. Assis, il écoutait tranquillement. Personne ne sauta en l'air ou ne se mit à danser, comme avec les hurleurs. Bien sûr, nous fûmes applaudis chaleureusement à la fin. Seulement, je sentis que c'était par pure politesse. Il n'y avait pas les cris enfiévrés de tout à l'heure. On est quand même arrivé au bout, me dis-je, tout en essuyant mes mains humides sur mes cuisses. J'avançai d'un pas pour attaquer la partition des Rolling Stones. Elle commençait par un très long solo de guitare. Je priais pour ne pas m'en mêler les doigts. Je fis un signe à John et à Christine. Elle ramassa le micro et il entama l'accompagnement. Mon solo débuta mal. Je ne touchais pas vraiment les bonnes cordes. Le cœur battant et la bouche sèche, je ne pouvais plus avaler. Je fermais les paupières. Je ne devais penser qu'à la musique, me concentrer au maximum sur mes accords et mon toucher. La salle commença à chauffer. D'abord, il y eut quelques exclamations, puis des applaudissements plus nourris. Ensuite, l'ambiance devint de plus en plus chaude. Les ovations crépitèrent. Tout heureux, je rouvris les yeux. Des spectateurs s'étaient levés. Ils riaient et criaient à la fois. Je me laissai aller, penché en avant, les genoux pliés, mes doigts se mouvant tout seuls sur le manche. Les acclamations se faisaient de plus en plus bruyantes. Tout allait pour le mieux. C'était fantastique. Jusqu'au moment où je vis que des personnes me désignaient. Que se passait-il? D'un seul coup, je compris que quelque chose n'allait pas. Les cris devenaient trop forts, les rires trop perçants. Presque toute la salle était debout et me montrait du doigt. Soudain, j'entendis un des élèves qui se tenait près de la scène s'écrier « Bravo pour les effets spéciaux !» De quoi parlait-il? Quels effets spéciaux? Je ne mis pas longtemps à trouver la réponse. Au moment où Christine commença son couplet, je me passai la main sur le visage. Je poussai un cri d'horreur. J'étais couvert de poils serrés et piquants, couvert du menton jusqu'à la racine des cheveux. Tout le collège était en train de contempler ce désastre, ébahi. Il connaissait maintenant l'horrible secret que je voulais tellement cacher. « On a gagné! On a gagné !» John et Christine hurlaient et sautaient de joie. Le public était en transe. Nous avions remporté le concours. C'était plutôt les effets spéciaux qui avaient gagné, ou cette épaisse fourrure qui avait transformé mon visage. Dans ces conditions, comment pouvais-je me réjouir d'être vainqueur? Je me sentais dans la peau d'une horrible créature. Il fallait que je me cache. Les poils avaient envahi mon visage, mon cou, mon torse. Mes mains étaient recouvertes de poils hirsutes qui gagnaient mes bras. Mon dos commençait à me démanger. « Hé, Larry, viens chercher le trophée !» me crièrent John et Christine. Laissant ma guitare sur le plancher, je partis en courant le plus vite possible, sans me retourner. Les applaudissements résonnaient encore dans mes oreilles lorsque je sortis du collège par la porte de derrière. Il faisait frais et gris. Des nuages bas flottaient au-dessus des arbres. Je me mis à détaler, le cœur battant la chamade, mon petit corps recouvert d'une épaisse fourrure. Je ne voyais ni les maisons, ni les arbres. Tout était comme dans un brouillard. En arrivant chez moi, je vis papa et maman qui sortaient du garage. En m'apercevant, ils se figèrent sur place, les yeux agrandis par l'épouvante. « Regardez, mais regardez-moi » hurlai-je terrifié. « Vous me croyez maintenant ?» Ils me contemplaient, la bouche grande ouverte. « Vous voyez » dis-je en pleurant. Ils ne savaient pas quoi répondre, et maman saisit le poignet de mon père. « Vous me croyez » insistai-je. « Vous commencez à comprendre que cette lotion fait pousser des poils ?» Je les fixais, respirant avec peine, étouffé par les sanglots. J'attendais une réponse. Je voulais qu'ils me disent quelque chose. Finalement, maman rompit le silence. « Ça n'a rien à voir avec cette lotion,
annonça-t-elle doucement en se retenant à l'épaule de papa. Nous avons voulu te cacher la vérité le plus longtemps possible. Mais maintenant... Maintenant quoi? Ils échangèrent un coup d'œil. Maman eut une sorte de sanglot et papa l'enlaça. Ça n'a rien à voir avec cette lotion, Larry, annonça-t-il d'une voix tremblante. Il faut que tu connaisses la vérité. Ces poils poussent parce que tu es un chien. Je penchai la tête vers le récipient en plastique qui avait été placé pour moi devant le perron. Je lappais un peu d'eau, mais c'était difficile sans en mettre partout, autour du bol. Puis je bondis sur le gazon et rejoignis Lily dans les buissons. Nous les reniflâmes un moment. Nous partîmes ensuite dans le jardin d'à côté à la recherche d'odeurs plus intéressantes. Depuis 2 semaines, mon corps s'était transformé. J'avais repris ma véritable identité de toutou. Avant que la mutation ne s'opère complètement, mes parents, je veux dire Monsieur et Madame Boyd, m'avaient tout avoué. Ils travaillent pour le compte du docteur Murkin, comme tous les parents d'ici d'ailleurs. Il y a quelques années, il a inventé un sérum capable de transformer les chiens. C'était ça, la raison de mes piqûres. Une injection de ce sérum tous les 15 jours. Mais au bout d'un certain temps, le produit ne fait plus d'effet. C'est pour cela que le docteur Murkin a décidé d'arrêter ses expériences. L'effet du sérum ne dure pas assez longtemps, avait confirmé M. Boyd. Quelle amabilité de m'avoir donné ces explications. Pour les remercier, je leur avais léché les mains. Puis j'avais couru retrouver Lily, tout heureux de lui montrer que j'étais redevenu un des siens. Lily et moi, nous nous promenions ensemble toute la journée. De temps à autre, Martin vient nous rejoindre. D'ailleurs, il y a plein d'amis errants dans le quartier. Je suppose qu'eux aussi étaient des garçons ou des filles. Je suis content que le docteur ne nous utilise plus. Les animaux doivent rester des animaux, tout de même. C'est du moins mon avis. Lily et moi passons notre temps à chercher des parfums bons à renifler. Enfin, ceux qu'apprécient les chiens. Il n'y a pas encore de fleurs, mais le fumier est délicieux à sentir. J'étais dans le jardin d'à côté lorsque la voiture des Boyd remonta se garer devant la maison. Il s'était absenté toute la journée. J'allais vers eux tout content, remuant la queue. Je sautais de joie en aboyant. Tiens, je constatai que Madame Boyd portait dans ses bras un petit bébé enveloppé dans une couverture rose. Elle faisait attention à chaque pas. M. Boyd arbora un grand sourire quand il rejoignit sa femme. « Quelle jolie petite fille tu nous as faite là. Oh oui, quelle belle petite fille. Bienvenue à la maison, Javotte. » Javotte? Quel drôle de nom pour une petite fille. En y regardant de plus près, je vis que la petite fille avait de grands yeux jaunes et brillants. Alors voilà comment se termine Alerte aux chiens. Et je vous le dis tout de suite, j'ai trop kiffé la fin. C'est vraiment... Je m'y attendais pas du tout. J'avais cru que c'était la lotion qui faisait transformer les enfants en animal, en chien. Ça, je m'en doutais que les gosses devenaient des chiens. Mais je m'étais pas douté que les gosses redevenaient des chiens. Ça, franchement, c'était génial. En plus, la fin avec Javotte, la chatte qui devient une petite fille, ça, c'est excellent. Ça veut dire que le docteur Murkin arrête de faire ses expériences sur les chiens et les commence sur les chats. Ah, c'est vraiment trop cool. Ah, j'ai vraiment bien aimé. Avec l'horloge maudite, c'est peut-être mon deuxième préféré aussi. Ah, j'ai vraiment bien aimé. J'espère que vous, de votre côté, vous avez apprécié l'histoire si vous êtes toujours réveillé. Et si c'est toujours le cas, nous allons lire le synopsis de la suite, si vous le voyez bien. C'est Photos de malheur. Et si je dis pas de bêtises, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la suite de Dangereuses photos. Donc on va le savoir en lisant la fin. Avant de lire le synopsis de celui-là, j'espère que vous avez apprécié toute l'histoire. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, likez, partagez la vidéo à ceux qui aiment les lectures, qui aiment Chair de Poule, qui aiment l'ASMR, et vous savez tout et quanti. Et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, bien évidemment. Sur ce, photo de malheur. Souriez et ne bougez plus. Jamais. Alex vient de récolter une mauvaise note à son exposé de français. Tout ça parce que son professeur n'a pas cru un seul mot de son histoire d'appareil photo dont les clichés montrent l'avenir. Toujours dramatique. Pour Alex, la seule solution, c'est de prouver qu'il dit la vérité, quitte à déterrer cet objet maléfique qu'il avait juré de ne plus jamais toucher.